Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la sobriété énergétique et plus précisément sur le plan d'action à l'hiver 2022 de sobriété énergétique que vous propose le CIDELA, donc le CIDELA nouvellement appelé Territoire d'énergie Loire-Atlantique, Territoire d'énergie 44 pour simplifier, je dirais TE44 si vous le voulez bien. Pour des informations concernant le bon déroulement de ce webinaire, je vous remercie de bien vouloir couper votre micro et votre caméra quand vous vous exprimez pas. Ce webinaire est enregistré et vous retrouverez toutes les informations, le support de présentation ainsi que le replay du webinaire sur notre site internet, dont je vous adresserai un mail à l'issue du webinaire. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à utiliser la messagerie instantanée sur le côté droit de votre écran. Vous avez bien sûr, à la fin de chaque partie, il y a deux parties, un temps de questions-réponses. Donc, nous répondrons à vos questions. Et puis, s'il vous plaît, toutes les questions qui sont liées à votre collectivité en particulier, vous aurez les contacts des techniciens, donc vous pourrez les appeler ou leur envoyer un mail ultérieurement. Alors, les élus référents sur ce webinaire, nous avons Raymond Charbonnier, qui est président du syndicat, Patrick Bertin, ici présent, qui est vice-président du syndicat, et puis Maurice Perrion, présent aussi, donc, qui est président de l'AMF, l'Association des maires de France en Loire-Atlantique. Je vais maintenant laisser la parole à Raymond Charbonnier, qui va présenter le contexte énergétique mondial que nous vivons tous en ce moment, et puis le positionnement politique et stratégique des syndicats en matière de sobriété énergétique. Raymond, je vous laisse la parole, merci. Merci bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Un grand merci pour votre participation à ce webinaire dédié à la sobriété énergétique, organisé avec l'aide précieuse de l'AMF 44, que je remercie très sincèrement, puisque c'est un peu l'élément fédérateur qui nous lie, et en particulier son président Maurice Perrion, qui va intervenir après moi. Alors, vous êtes très nombreux. À midi, nous avions 249 inscrits sur ces webinaires. Là, à l'heure actuelle, il y a 118, je vois 119. Ça s'incrémente chaque seconde. Vous savez qu'on l'a organisé en deux étapes. Un webinaire cet après-midi et un autre en fin d'après-midi demain. Donc, 249 inscrits, élus et techniciens confondus, inscrits sur les deux sessions de ce webinaire. Au-delà du chiffre, bien évidemment, je vois à travers cette forte mobilisation non seulement un intérêt, mais surtout une inquiétude, et sûrement une inquiétude sur la situation énergétique actuelle qui touche l'ensemble du pays, en particulier nos collectivités, communes et intercommunalités. Alors évidemment, on a envisagé, on a parlé du climat mondial, mais nous, on va se charger de nos communes. Et effectivement, la politique internationale nous impacte énormément. Et à ce titre, parce que nous sommes tous des élus ancrés dans le territoire, dans nos territoires, parce que Territoire d'énergie 44 est un acteur public d'énergie au service des collectivités, nous avons estimé qu'il était vraiment nécessaire de vous parler pour agir et vous parler pour préserver au mieux les capacités de financement de vos collectivités. Comme moi, vous l'avez constaté, il n'y a pas un jour où le terme de sobriété énergétique n'est pas à la une de l'actualité. Le président de la République et le gouvernement annoncent un grand plan de sobriété. Un groupe de travail dédié aux collectivités a d'ailleurs été constitué au niveau du ministère de la Transition énergétique, sans que nous ayons à l'heure actuelle de retour sur ces travaux. C'est impactant quand même. Or, l'hiver approche. Il y a tous les jours, il suffit d'ouvrir les actualités, on en voit partout. Encore ce midi, il y avait des reportages sur l'éclairage public. De notre côté, nous avons pris à bras le corps, dès le mois de juillet, cette problématique. Et je vous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ont jeté un coup d'œil, que cela figure parmi un des 4 axes stratégiques du mandat que nous avons dévoilé en 2021. Dès le mois de juillet, donc, au cœur de l'été et en pleine canicule, alors ça a engendré aussi des problèmes de sobriété énergétique,
avec les climatisations, nous avons informé de la réflexion que nous portions et que nous menions pour mettre en place ce grand plan de sobriété d'urgence. Puis nous sommes revenus vers vous à la rentrée pour préciser les grands axes. Aujourd'hui, dans un souci d'information, de transparence et d'échange, nous allons décrypter ensemble ce plan d'urgence avec à mes côtés Patrick Bertin, vice-président en charge de l'éclairage public. Bien évidemment, nous serons accompagnés de l'expertise de nos techniciens parce que le CIDELA, c'est quand même la ressource essentielle, c'est la qualité des expertises de nos collaborateurs. Comme vous le savez, les actions de sobriété énergétique que nous proposons se déclinent autour de deux grands axes. Le premier concerne les bâtiments publics, le second concerne l'éclairage public. Je laisserai nos techniciens, Frédéric Cosquer pour les bâtiments, ainsi que Fabien Jahenny et Anthony Thomas pour l'éclairage public, vous présenter les actions envisageables à court terme pour cet hiver, puis à plus ou moins long terme. En fin de présentation, nous serons là pour répondre autant que possible à vos interrogations légitimes. Il est bien entendu que nous ferons mieux avec les moyens dont nous disposons les uns les autres et en fonction de l'évolution de l'actualité. Je vous le redis, c'est bien ensemble avec vous et pour vous que nous travaillons. Nous sommes conscients des enjeux et des difficultés à venir. Pour autant, il n'est pas question pour moi de céder aux pessimistes et à l'inaction. Nous espérons relever avec vous le défi qui s'annonce par des mesures concrètes qui pourront être enrichies et étendues ultérieurement. Soyez certains de notre totale implication pour agir à vos côtés. Je vous rappelle quand même que tous les élus en charge aussi sont aussi des élus locaux, des maires, des présidents de communautés de communes. Donc, on a les mêmes problématiques que vous dans nos propres collectivités. Et je vous renouvelle mes remerciements. Je cède la parole à Maurice Perrion, le président de l'AMF 44, avec lequel nous travaillons en partenariat, que Maurice et ses équipes en soient chaleureusement remerciés. Bon webinaire à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Raymond, donc, pour cette collaboration étroite que l'on a donc, entre l'AMF et le CIDELA. Ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans les mêmes locaux. Nous sommes à l'étage et puis vous avez le reste du bâtiment. Donc, et on voit bien l'engouement, tu l'as dit tout à l'heure, hein, donc nous sommes actuellement 140 connectés, donc c'est important hein, donc d'avoir cette information en direction des élus, et tu l'as bien rappelé, les élus du CIDELA sont aussi des élus locaux, donc c'est important. On a donc une préoccupation hein, au quotidien donc, de la sobriété énergétique et on voit bien que la guerre en Ukraine, mais pas que, c'est un élément donc, de cette augmentation du coût de l'énergie. Et donc, à nous donc, de nous prendre en main, justement, pour trouver des moyens pour économiser donc l'énergie, économiser le coût, mais aussi économiser l'énergie, bien évidemment. Et puis, cette augmentation du coût donc, a un impact important sur nos budgets de fonctionnement dans les communes et dans les intercommunalités. Et cette augmentation donc, sur le fonctionnement se fait au détriment des investissements futurs que l'on pourra faire. Puis, on voit bien qu'il y a donc, des choses à mettre en place. Et donc, c'est ensemble hein, que nous allons y arriver. Il y a d'un côté le gaz et le prix de l'électricité. Je comparais ce matin, à titre d'information, sur mon territoire de la commune du Pays d'Anstey, entre 2021 et 2022, une augmentation de 68% sur le coût donc, de l'électricité, dû en grande partie au fonctionnement des piscines, mais pas que, quoi. Il y a aussi donc, d'autres activités qui génèrent donc, des surcoûts importants. Voilà, donc un travail donc important, et puis on voit bien que le gouvernement a pris ce sujet donc à bras le corps. Nous sommes donc dans l'accompagnement des mesures du gouvernement, que ce soit par l'intermédiaire donc de territoire d'énergie 44, mais aussi avec les départements, avec les différentiels des départements, avec la région, avec CEM Croissance Verte. On était en réunion ce matin, Raymond, sur le sujet pour voir comment on allait pouvoir avancer. Le CIDELA a fait donc un gros travail donc avec le département sur la solarisation des collèges. Donc on va aussi continuer, nous, avec vous, le syndicat d'énergie, à travailler sur la solarisation des lycées. Donc un travail donc, en commun, et si on s'y met chacun de son côté, ça ne fonctionne pas. C'est tous ensemble qu'on va arriver. Et puis il y a donc la reconduction
en 2023 du bouclier tarifaire pour les petites communes. On n'a pas encore les montants exacts, on ne connaît pas non plus la strate de population qui va être prise en compte, puisque tout ça sera géré dans le projet de loi de finances. En tous les cas de cause, donc le Premier ministre, donc Madame la Première ministre a mis en place donc un fonds vert de 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble de la France. Quand on le ramène donc à chaque commune, ça fait jamais que 50 000 euros. Donc Et moi, Maurice Perriand, est-ce que vous m'entendez? mais c'était coupé, pardon. Oui, Maurice. Bon, j'espère que vous m'avez entendu un peu quand même. Oui, oui. Ça va. Donc, on a mis quelques éléments en place déjà dans les communes ou les intercommunalités. Je pense donc à l'éclairage public. Il y a déjà des efforts qui sont faits, mais c'est avec vous, le CIDELA, qu'on va pouvoir avancer. Et puis, il y a un gros sujet qui va arriver en fin d'année, c'est l'illumination donc de Noël. Il faudrait avoir quelque chose de cohérent sur l'ensemble des communes, parce que s'il y a des communes qui éteignent complètement les lampes et d'autres les allument, donc ça va pas fonctionner. Je pense qu'en réduisant de moitié déjà la durée d'illumination, ce serait déjà quelque chose d'important. Voilà, ce sont des pistes, mais c'est ensemble qu'on va pouvoir donc mener à bien nos travaux. Donc merci donc Raymond, donc à toi et à tes équipes donc d'avoir organisé avec nous ce webinaire, et puis on se retrouvera de nouveau demain soir pour une deuxième partie. Merci beaucoup, Maurice. Je vais maintenant laisser la parole à Christa Lewski, notre directrice générale des services, qui va vous présenter la stratégie du CIDELA avec la slide que vous voyez à l'écran. Bonjour à tous. Donc très brièvement, aujourd'hui, on est là pour discuter du plan d'action sobriété énergétique pour l'hiver 2022 sur les bâtiments et sur l'éclairage public. Mais on a aussi d'autres dispositifs au CIDELA et il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous là-dessus. On est en train de monter la deuxième version de notre groupement d'achat électricité et gaz. Donc, pour ceux qui y participent déjà aujourd'hui, c'est la grosse majorité des communes CIDELA. Donc, c'est déjà une protection contre les hausses des prix du marché aujourd'hui grâce à des achats dynamiques et mutualisés. Et puis, une autre action qu'on mène aujourd'hui avec 10 intercos du territoire, c'est la programmation de la rénovation énergétique des bâtiments publics avec une priorisation des différents bâtiments dans le temps et un plan de pluriannuel d'investissement. Et la dernière partie, où là aussi, on pourra vous accompagner et ce sera l'objet d'autres webinaires, c'est la création, l'accompagnement et la genèse finalement des projets d'énergie renouvelable. Donc, certains d'entre vous font déjà appel à nos services là-dessus, mais l'idée, et c'est bien aussi des sujets qui concourent tous, hein, comme l'a dit Maurice, c'est quand même différents pans aujourd'hui qui peuvent nous aider à passer au mieux tous la crise, c'est finalement aussi de faire en sorte de produire d'énergie renouvelable pour maximiser la relocalisation finalement de la production et des achats d'énergie. Donc ces sujets-là, on y reviendra dans d'autres webinaires aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Frédéric Kosker pour vous parler du plan d'action pour cet hiver sur les bâtiments. Merci. Alors, je vais me permettre de présenter l'ensemble des techniciens avant la parole à Frédéric. Il y a donc Frédéric Kosker, responsable de la maîtrise de la demande en énergie. On a aussi les deux responsables pour l'éclairage public avec Fabien Jaini, qui est responsable du service qualité et expertise en éclairage public, et Anthony Thomas, nouvellement arrivé, qui se charge de l'exploitation et de la maintenance de l'éclairage public. Voilà, je laisse maintenant la parole à Frédéric pour la première partie sur les bâtiments publics. Merci Florence, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le plan d'action sobriété énergétique du CIDELA et détailler les actions qu'on se propose de mettre en œuvre dans les collectivités. Avant de détailler les actions, je voulais rapidement revenir un petit peu sur le contexte pour la partie bâtiment et les enjeux finalement qui sont les nôtres aujourd'hui. Un petit focus sur les coûts de l'énergie pour 2023, avec les tarifs qui vont s'appliquer pour l'année qui vient dans le cadre du groupement d'achat d'électricité et de gaz naturel du CIDELA. Donc vous voyez détaillé ici sur l'électricité, donc on a deux tarifs différents, hein, puisque donc on a le tarif C5 qui sont les ex-compteurs bleus inférieurs à 36 kVA, pour lequel l'augmentation par rapport à l'année 2022
et de plus de 40%. Et les tarifs C4, donc ex-tarif jaune de plus de 36 kVA, pour lesquels l'augmentation du coût de l'énergie est de plus 68%. Parallèlement à ça, il y a également le gaz naturel, sur lequel on a une augmentation de 82% par rapport à 2022. Et bien sûr, il y a aussi d'autres énergies dans les communes. On a encore pas mal d'énergies, ce qu'on appelle les énergies de stock, que sont le fioul, le propane ou le bois granulé, par exemple, pour lequel là, les tarifs fluctuent en fonction des périodes de livraison, les moments auxquels vous refaites le plein des cuves. Mais en tout cas, ces énergies-là vont être aussi très largement impactées par la hausse des tarifs. Rapidement, et concrètement, peut-être pour voir l'impact que peut avoir ces augmentations de tarifs, donc ces augmentations de coût de l'énergie sur les budgets de fonctionnement de vos communes, j'ai pris deux cas concrets sur le territoire, deux communes avec un mix énergétique un petit peu différent sur la partie bâtiment. Une première commune qui utilise très largement l'électricité avec 85% de part sur l'électricité. Et une deuxième commune plus dépendante du gaz naturel. Et donc, vous voyez que les budgets entre 2022 et 2023, concrètement, sont en très forte hausse. On passe pour cette commune de 140 000 € environ à 230 000 € pour l'année 2023, ce qui est voilà, une augmentation de 63%. Deuxième cas, sur une commune un petit peu plus importante, donc comme je le disais, avec un mix énergétique, 60% électricité, 40% gaz naturel, on a une facture, un budget de fonctionnement qui évolue pour la commune de 188 000 € à 294 000 €. Plus de 55% d'augmentation pour cette commune. Ça permet de matérialiser un petit peu plus l'impact des prix du marché de l'énergie actuellement. J'en viens au plan de sobriété qu'on se propose de déployer dans les collectivités, avec un plan qui va s'articuler finalement en deux phases. Un premier plan plus d'urgence pour l'hiver 2022-2023, et puis une deuxième phase dans ce plan qui arrivera plutôt en 2023 et sur les années qui suivent. Ce qu'on propose, c'est d'intervenir sur la régulation des bâtiments, sur le pilotage du fonctionnement des installations techniques. Et pourquoi ces deux phases de plan d'urgence? C'est qu'en fait, on se rend compte sur les bâtiments qu'il y a un certain nombre de bâtiments pour lesquels on a déjà tout le matériel en place nécessaire pour avoir un pilotage efficace. Et un certain nombre de bâtiments sur lesquels aujourd'hui on n'a pas la main, parce qu'il n'y a pas de gestion centralisée du chauffage, ou parce que la gestion du chauffage est laissée à la main des... ne maîtrisent pas à ce titre-là le pilotage des installations. Donc voilà, une première phase rapide sur les bâtiments pour lesquels on a la maîtrise, et une deuxième phase dans un deuxième temps pour les autres bâtiments. Pourquoi on choisit de travailler sur le pilotage des installations? Et parce que de notre retour d'expérience, nous avons encore énormément d'équipements de chauffage, ventilation, climatisation qui sont mal programmés sur les bâtiments publics. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. C'est qu'on a des systèmes qui sont souvent complexes, et donc des fois manque de compétences pour venir piloter ces régulations et régler ces équipements. Et puis, on a aussi des équipements qui sont un peu oubliés. Alors, souvent, la partie chauffage est quand même régulée. On a un premier niveau qui peut être optimisé, mais on a un premier niveau de paramétrage qui est fait. Par contre, d'autres équipements sont plus souvent un petit peu oubliés. C'est le cas notamment de la ventilation et des productions d'eau chaude sanitaire. Deuxième raison, c'est parce qu'il y a un gisement d'économie important. C'est le premier, c'est le plus facile et celui qui coûte le moins cher. On a un peu deux niveaux de bâtiments, avec une première catégorie de bâtiments pour lequel
Aujourd'hui, les équipements sont pas ou très mal gérés, ou les périodes d'occupation sont pas du tout en adéquation avec l'usage du bâtiment. Et là, on a un potentiel d'économie qui est important. De retour d'expérience qu'on peut faire de notre action terrain, c'est des économies qui peuvent aller jusqu'à 50%. Et puis, il y a un deuxième niveau où il y a eu possiblement déjà des actions de programmation qui ont été réalisées. Et là, on va venir plutôt améliorer et optimiser les programmations qui ont déjà été faites en prenant en compte les temps nécessaires de remontée en chauffe du chauffage et l'inertie des bâtiments. Concrètement, donc sur la phase 1, une première action qu'on se propose de mettre en œuvre, c'est l'optimisation des programmations, comme je le disais, c'est intervenir dans les collectivités, dans vos bâtiments, avec les services techniques, sur la reprise des programmations. Donc c'est vraiment mettre en cohérence les programmations avec les périodes d'occupation réelle des bâtiments, abaisser les températures là où on identifie des températures d'ambiance qui sont trop importantes par rapport à la réglementation, et travailler sur la partie ventilation. La ventilation est vraiment importante, me tient un petit peu à cœur, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on maîtrise moins, mais c'est un petit peu la double peine aussi, d'une part parce qu'on a la consommation électrique pour faire tourner la ventilation, et d'autre part parce que c'est du renouvellement d'air, et c'est donc de l'air qu'il va falloir réchauffer de manière plus importante. Donc voilà, on se propose d'intervenir avec les services techniques, je le disais, avec les exploitants quand il y en a, puisque voilà, ils ont la responsabilité des installations, et donc ces interventions ne se feront pas sans eux. On a imaginé aussi une deuxième action dans le plan d'urgence, une action où il est plutôt question de re-questionner les usages des bâtiments et les températures de confort. D'autres actions plus impactantes en fait peuvent être mises en œuvre tout en assurant un maintien des activités. Je pense notamment au chauffage des plateaux sportifs qui voilà, a un impact important aussi sur le budget de fonctionnement des collectivités, et c'est important de se reposer les bonnes questions. Quel sport on doit chauffer, à quel niveau de température, et essayer de trouver les meilleurs réglages possibles. Et puis on a aussi un certain nombre de productions d'eau chaude sanitaire qui ne sont pas forcément essentielles, et sur lesquelles aussi c'est important de se poser des questions, mais il y a d'autres bâtiments et pour finalement beaucoup d'usages où on peut se poser ce genre de questions. L'idée, c'est de vous accompagner en tant que collectivité en participant avec vous à des réunions d'information et de sensibilisation des usagers, et vous fournir aussi des éléments chiffrés concrets pour rendre ça concret pour les usagers, de voir l'impact que peuvent avoir certaines décisions sur le confort. Et donc, on vous mettra également à disposition des supports de communication généraux, et également des supports pour mettre directement dans les bâtiments sur les conseils sur des conseils de sobriété. Rapidement, donc une deuxième phase donc pour laquelle on détaillera plus aussi à l'avenir les actions. On est encore en cours de construction. L'idée, là, c'est vraiment de venir travailler sur les bâtiments qui n'ont pas de système de régulation performant. Et donc, on va aussi se servir de la première phase et notre premier passage sur les bâtiments pour identifier les travaux nécessaires, pouvoir faire de la prescription, vous accompagner sur les travaux, et donc un accompagnement qui sera technique et financier sur le renouvellement des équipements qui sont soit obsolètes, soit absents. Voilà, rapidement pour vous dire que cette démarche, elle doit aussi s'inscrire dans une démarche globale d'intervention pour les communes. C'est un premier pas, ce plan d'action, mais ça n'enlève en rien le fait qu'il faut suivre les consommations au quotidien pour identifier les dérives dans le temps. C'est très important aussi de maintenir et d'exploiter efficacement les installations, et c'est un vrai sujet sur lequel aussi on accompagne toutes les collectivités de Loire-Atlantique qui sont adhérentes à ce service, et bien sûr la construction d'une stratégie, d'une vision à plus long terme
pour programmer aussi des travaux ponctuels de rénovation globale et aussi l'intégration de production d'énergie renouvelable. Et puis, le territoire d'énergie 44 vous permet aussi de bénéficier d'actions mutualisées, notamment dans la suite du travail qui a été mené dans le cadre du projet Acté CIDEFI, pour lequel beaucoup d'entre vous ont été accompagnés. Voilà, je passe rapidement sur les cartes de répartition des conseillers du territoire. N'hésitez pas à les appeler, à les solliciter pour répondre aussi à toutes vos questions et vous engager dans ce plan de sobriété. Voilà. Vous avez donc ici, territoire par territoire, le nom des conseillers et une seconde carte, si besoin, avec les collectivités qui sont aujourd'hui adhérentes au dispositif de conseil en énergie du territoire d'énergie 44. Merci beaucoup, Frédéric. On va laisser un temps, je dirais 5 minutes maximum, peut-être 3-4 minutes. Si vous avez des questions, j'ai regardé le fil de la discussion. Et pour l'instant, donc Étienne Flambeau, qui est responsable de la transition énergétique, a répondu à plusieurs questions. Il y en avait une de monsieur ou madame Mendy, excusez-moi si je prononce mal. Quid de la salmonellose pour la production d'eau chaude? Est-ce que... Frédéric. Alors oui, je peux répondre à cette question. Effectivement, c'est un sujet sensible. Alors, les bactéries, les problèmes microbiologiques en général sur les productions d'eau chaude sanitaire, ils interviennent quand les températures ne sont pas suffisantes. Mais on n'a pas ces bactéries dans l'eau froide. Donc, si on arrête des productions d'eau chaude sanitaire, on n'a pas de risque de développement microbiologique en particulier. Après, ça nécessite effectivement d'avoir un regard, même une attention particulière, production par production. Ce qu'on se propose de questionner, c'est l'intérêt de maintenir ces productions, mais ce n'est pas de les arrêter, puis de les redémarrer, puis de les réarrêter. Parce que là, effectivement, avec le refroidissement, on pourrait avoir des problèmes de développement microbiologique. Merci Frédéric. Je regarde les deux autres questions. Donc en effet, Étienne a répondu. Il y avait une question d'un ou d'une directrice ou directeur général des services. Et puis une question de monsieur Hibert. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Allez-y, hein, c'est le moment. Je sais pas. Pardon, Raymond Charbonnier là. Simplement Oui. pour ajouter, pour toutes les communes adhérentes au marché de gaz et d'électricité, vous avez tous une application, vous avez tous accès à une application qui s'appelle CIDE Conso, qui répertorie bâtiment par bâtiment le volume de consommation par mois, la facture associée à cette consommation. Et c'est un outil très intéressant pour voir tout de suite les effets de la prise en compte des préconisations d'un mois sur l'autre. Donc, servez-vous de cet outil. Je ne sais pas s'il est dans toutes les collectivités, il est bien utilisé, mais on a déjà des choses très intéressantes à disposition. Parfait, merci Raymond. Je vois une question de Mathieu Mahé. Les EPCI sont-ils concernés par l'accompagnement technique et financier des renouvellements de gestion des équipements de régulation sur leur patrimoine? Les EPCI sont éligibles et peuvent bénéficier du conseil en énergie partagé au même titre que les communes du territoire. Il suffit d'adhérer, de conventionner avec le territoire d'énergie 44 pour pouvoir bénéficier des accompagnements et de la mise en œuvre de ce plan de sobriété. Parfait. Il y a aussi une question de monsieur Ferrand, qui est directeur des services techniques à Saint-Nicolas-de-Redon. Un travail spécifique sur le confort d'été est-il envisagé par la suite? Alors aujourd'hui, et face à l'urgence, c'est vrai qu'on a plutôt travaillé sur des problématiques de consommation divers, mais la question, elle se pose aussi sur le confort d'été, et à double titre, puisque le confort d'été peut occasionner aussi des surconsommations, des consommations d'énergie importantes, et en plus, ça impacte fortement le confort des usagers.
Donc aujourd'hui, dans ce plan d'urgence, voilà, c'est plutôt sur les consommations hivernales qu'on va travailler, mais on réfléchit et on accompagne aujourd'hui aussi les collectivités sur ces problématiques de confort d'été qui touchent malheureusement beaucoup de bâtiments. Parfait, merci Frédéric. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Allez-y, oui, je vois Monsieur Samama, c'est ça même? Oui, et excusez-moi, j'ai essayé de les poser par écrit, mais j'ai un ordinateur. Pas de souci. Bonjour, excusez-moi, Monsieur Samama, maire du Puy-Guin. Moi, je vous interpellais sur deux questions. Est-ce que vous avez un plan de route? Parce que quand je vois, par exemple, l'état de ma commune en termes de GTB et d'autres modes de régulation, de chauffage ou de ventilation, et je pense que je ne dois pas être la seule commune à avoir un niveau qui est en réalité relativement bas en termes de prévision sur ce plan-là. Est-ce que vous avez un plan de route qui fasse que vous êtes en capacité d'intervenir rapidement sur les communes, ou vous avez fixé une feuille de route qui s'étale sur combien de temps et avec quelle capacité sur les territoires d'ici l'hiver qui arrive ou d'ici la fin de l'année? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on parle de sobriété. Est-ce que on doit se fixer des directives, parce que vous avez parlé d'illumination de Noël, d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas des variations à opérer? Je parle par exemple les bâtiments de petite enfance, les mettre à 19 degrés. Est-ce que toutes les communes vont s'aligner sur ces 19 degrés aujourd'hui, parce qu'on est sur des bâtiments qui accueillent un public plus fragilisé et un peu spécial? Et derrière cela, les inhumulations, c'est de la même manière. Est-ce qu'on se donne une directive générale et alors même que pour le coup, certains sont parfaitement calibrés avec du matériel en LED et d'autres non. Donc, comment peut-on avoir là aussi des directives communes qui fassent qu'on y aille de manière cohérente sur l'ensemble du territoire, tout en tenant compte de ces éléments un petit peu, ces particularismes liés soit aux usages, soit au matériel ou au bâtiment de chacun. Raymond Charbonnier, là, Norbert, j'entends bien ta question, et elle est posée dans pas mal de communes. Il y a une chose qu'il faut bien, nous, on est là pour émettre des préconisations. La libre administration des collectivités par elle-même ne sera pas remise en cause. Je parle entre autres de l'éclairage de Noël, puisque dans mon propre EPCI, question posée aux 6 communes, 6 communes, une façon d'aborder la chose d'une façon différente. Donc, pour ce qui est de la petite enfance à 19 degrés, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'adeptes à ce niveau-là, mais on peut faire des préconisations, peut-être pas à 19, mais à 20 pour la petite enfance. Voilà, on ne va pas être dogmatique sur mais il faut bien faire prendre conscience que, effectivement, il faut qu'on s'inscrive dans une prospective de baisse de consommation d'énergie, d'une part parce que c'est très tendu, d'autre part, on a nos finances de collectivité derrière. Après, on n'est pas un rôle on n'est pas le gendarme de l'énergie, nous, hein. On est simplement l'émanation des communes qui ont des façons, en fonction de leur géographie, de leur façon de vivre, des sentiments, des sensations différentes. Donc, voilà. Alors après, il semble important, c'est pour ça qu'on fait le webinaire et qu'on fait des recommandations, qu'il y ait une certaine cohérence sur le territoire. Encore une fois, si pour un équipement spécifique, une commune décide de chauffer la petite enfance à 22 degrés, ça la regarde, sachant que elle aura une facture en conséquence. Alors moi, très sincèrement, je suis tout à fait ouvert justement à la ligne directrice, à la cohérence d'ensemble, parce que je pense que par là, et tu as raison, on peut aussi véhiculer des messages, véhiculer une information auprès de la population qui aura valeur de sensibilisation. Pour moi, c'est extrêmement important. Au contraire, je voudrais qu'on s'engage collectivement dans une sobriété énergétique, mais c'est vrai, je vois bien hein, la difficulté après à
à tenir compte des particularismes de chacun. Mais une ligne directrice commune me semble essentielle, et puis communiquer dessus pour, ne serait-ce qu'auprès de nos associations. Je pense que même un message commun de l'ensemble de nos collectivités à nos associations pour les sensibiliser à la chose, le CIDELA pourrait nous aider et nous soutenir sur les comportements vertueux à faire adopter par nos usagers. Je pense que là aussi, il y a peut-être un travail d'aide qui pourrait être bénéfique à travers le CIDELA. En tout cas, merci pour le webinaire, il est tout à fait bienvenu. Merci beaucoup pour vos interventions. Nous allons passer à la deuxième partie. Nous avons bien pris en compte toutes vos questions et nous allons y répondre. Là, dans la continuité, mes collègues qui sont présents vont y répondre. Vous savez que vous aurez le replay de ce webinaire, donc vous pourrez le regarder de nouveau et entendre les interventions, questions et réponses de chacun. Je vais maintenant laisser la parole à mes deux collègues, donc Anthony qui va prendre la parole de façon alternée avec Fabien Jaémy sur la partie sobriété pour l'éclairage public. Anthony, c'est à toi. Merci Florence. Ce qui est bien de rappeler, c'est le contexte. Territoire d'énergie 44 est préconisateur de la politique d'éclairage public pour toutes les collectivités adhérentes. Cependant, on aura un pouvoir d'action uniquement sur les 144 collectivités qui ont transféré leurs compétences exploitation-maintenance. Tous les conseils qu'on va pouvoir vous donner, bien sûr, vous pourrez les mettre en œuvre avec les entreprises ou même en interne en régie, si vous fonctionnez en régie, pour tendre vers une sobriété pour tous. Quels sont les leviers dont nous disposons pour baisser la consommation énergétique et tendre vers cette sobriété énergétique pour tous? Ils sont de deux ordres. Dans un premier temps, le temps d'allumage de votre éclairage public. C'est le principal levier, c'est le premier levier. Deuxième temps, c'est la rénovation du matériel. Voilà, on va y venir. Ces deux étapes sont fondamentales. Pourquoi? Les sources, elles viennent de Sidéconso. Raymond Charbonnier l'a très bien dit tout à l'heure. Vous avez cet outil, utilisez-le si vous l'avez à votre disposition. Vous verrez que 24% de la consommation électrique de vos collectivités, des collectivités, est liée à l'éclairage public. Donc, il y a un fort levier et un fort pouvoir d'action sur ça à mettre en place. Bien sûr, vous ne nous avez pas attendu. On sait qu'on fonctionne main dans la main sur l'éclairage public. Aujourd'hui, 80% du travail est déjà fait sur les 2800 armoires et les 70 000 foyers qu'on a en exploitation. Cependant, 20% aujourd'hui des armoires fonctionnent en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le levier principal, il va porter sur ces 20% d'armoires. Quelles sont les actions à court terme que l'on peut mettre en place? Dans un premier temps, c'est de communiquer. Communiquer et agir sur l'extinction nocturne pour l'ensemble du territoire d'énergie 44, pour un minimum de 23h-5h. Pourquoi? Ça va avoir un levier très fort en termes d'économie. On va parler de 50% d'économie par rapport à un régime de fonctionnement permanent. Le fait d'éteindre la nuit pendant 6 heures, vous allez diminuer votre facture de moitié. Nous, ce qu'on va faire, c'est capitaliser les informations avec vous pour revoir avec vous votre régime de fonctionnement. Il peut être étendu, il peut partir sur une tranche de 22h, 6h, on l'entend. Ce qu'on va faire, c'est déjà faire ce travail en commun. Et bien sûr, communiquer avec vous les économies relatives à ces extinctions. Pour ça, quelles sont les actions qu'on va faire à très court terme? Ça va être déjà de reprogrammer vos armoires avec vos nouveaux horaires. Pour ça, un moyen indispensable, il faut que vous preniez vis-à-vis de nous et surtout vis-à-vis de vous. C'est un arrêté municipal qui va préciser les horaires liés à vos communes, à l'éclairage public. Et surtout, une fois que vous l'avez pris, merci de nous le transmettre. Ça nous permettra à nous d'aller programmer, suivant vos desiderata, les armoires en conséquence. Les actions à moyen terme et long terme vont vous être présentées par Fabien. Bonjour à tous. Donc, après la première présentation sur une action à court terme, qui est la reprogrammation des horloges et donc créer une extinction nocturne sur les armoires qui sont encore en permanent, donc effectivement limitée sur 20% du parc, mais c'est une économie assez importante de 50%.
Les actions à moyen et long terme, ça va être de moderniser les armoires pour optimiser le pilotage. Ce qu'on entend par là, c'est en fait de supprimer ou de modifier les horloges mécaniques qui ont un fonctionnement un peu obsolète et d'équiper les armoires d'horloges Astro nouvelle génération qui permettra en fait d'un pilotage à distance dans les années futures. Dans un premier temps, changer les horloges, mais des horloges évolutives. Ensuite, tente sur une rénovation plutôt qu'une extension du parc. On se rend compte aujourd'hui qu'on a 50% de rénovation, mais aussi 50% d'extension du parc, de création de points. Donc pour ça, le CIDELA est à vos côtés, avec la création de SDAL, schéma d'aménagement lumière, et de PPI, donc programme pluriannuel d'investissement. Ça permet de définir vos objectifs sur l'éclairage public et de le programmer sur plusieurs années. Sur la rénovation, comme je vous expliquais, aujourd'hui on est à 50% seulement. Il faut étendre vers un 75% de rénovation et uniquement 25% de création. Il faut limiter l'extension du parc d'éclairage public. Si on limite l'extension, on limite effectivement la consommation et le budget associé à cette consommation. On a aussi un projet, on reviendra vers vous très prochainement, sur le remplacement des luminaires type boule. Vous avez la petite photo sur le diapo, et les luminaires ballon fluo. Ce sont des luminaires très énergivores. Sur le territoire du TE44, on a encore 14 000 points qui sont dans ce type de luminaire, avec une consommation de au moins 150 watts. Et sur le TE44, aujourd'hui, on est à 15% de luminaires LED, donc on a encore une marge de progression. La moyenne nationale est à 17%, donc on peut encore investir et monter un peu plus haut sur le pourcentage de luminaires LED sur notre patrimoine d'éclairage public. Les gains que ça va apporter. Donc, pour avoir un ordre d'idée, comme on l'a expliqué tout à l'heure, si on éteint de 23h à 5h, on divise par 2 la consommation. Une nuit en permanence, c'est 4000 heures. Si on enlève les 6 heures, 23h et 5h, on fait un gain de 2000 heures de fonctionnement. Et ensuite, donc effectivement à plus long terme, si on rénove les luminaires et qu'on passe en technologie LED, on redivise par 3 la consommation des points lumineux. Donc c'est important sur l'impact aussi de la biodiversité. On entend parler souvent de sobriété, mais aussi de nuisances lumineuses. Donc il faut faire une action sur cette nuisance lumineuse qui est très forte chez les luminaires de boule, et encore plus cette semaine, parce que vendredi, c'est la troisième nuit, la nuit est belle. C'est la 3e édition pour sensibiliser justement sur les nuisances lumineuses. Ce qui est important de souligner, c'est que ces actions n'ont pas forcément de conséquences si vous prenez toutes les mesures relatives. Il ne faut pas oublier que je sais que vous avez la police lumière qui rentre en ligne de compte là-dessus. Mais il y a 2 articles très importants, un du code pénal et un du code civil, qui dit qu'il n'y a pas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui si tout est fait pour prévenir. Et deuxième, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En mettant en place des moyens de panneautage dans vos villes et en prenant ces arrêtés, ça va vous protéger. Vous aurez fait le travail. Et en plus de ça, vous allez communiquer et véhiculer un message aux administrés qui sera le même. Une extinction de l'éclairage public entre telle heure et telle heure. Ça va créer une homogénéité pour votre ville, et ça va créer une homogénéité pour vous, qui sera derrière répertoriée via cet arrêté municipal. Nous, sachez qu'on se tient à votre disposition pour revoir avec vous vos horaires de fonctionnement, que vous vouliez arrêter le régime permanent ou que vous vouliez accentuer votre régime temporaire, à travers les 4 chargés d'affaires et d'exploitation que vous connaissez peut-être si vous êtes adhérent à Territoire d'Énergie 44, qui se tiennent vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers eux, que ce soit par téléphone ou par mail. Ils se feront un plaisir de vous aider sur votre collectivité. Merci beaucoup Anthony et merci Fabien aussi pour votre intervention. Nous allons prendre maintenant vos questions. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont été inscrites. Alors mes collègues répondent au fur et à mesure, mais on va en prendre une. Alors allez,
Oui, Patrick Bertin. c'est Patrick Bertin. Je veux dire, hein, l'éclairage public, c'est la partie visible de la consommation électrique. C'est vrai que vos habitants vont être très attentifs à l'éclairage public et aux bâtiments éclairés s'il n'y a personne dedans. C'est vrai que c'est assez sensible comme sujet. Et il y a un autre sujet qui est important dans les programmations, que ce soit dans les bâtiments ou dans l'éclairage public, c'est les pointes d'électricité. On connaît deux pointes, on connaît la pointe de 8 heures et de 19 heures. Et c'est là où ça va être difficile de jouer sur ces horaires-là, parce que sur l'éclairage public, ça va être difficile. Mais il y a des endroits où on pourra ne pas éclairer, où il y a, par exemple, où on n'a pas de passants dans les rues. Je pense aux zones économiques. Hein. Les zones économiques, ça pourrait être un enjeu intéressant, car c'est des adultes dans ces parties-là. Mais là, c'est vraiment un sujet essentiel. L'éclairage public, c'est vraiment un sujet qui va être regardé de près par les habitants. Merci beaucoup, Patrick Bertin. Je rallume ma caméra. Il y a une question de Michael Paco. Une augmentation de la participation du CIDELA dans les programmes de rénovation d'éclairage public est-elle prévue? On peut répondre que pour l'instant, on reste sur le schéma qu'on a à l'heure actuelle de prise en compte et d'aide aux collectivités, parce que le problème, le CIDELA, il a ses recettes qui sont assujetties un peu à ce que nous reversent pour partie les collectivités par leurs taxes pour les communes rurales, et puis différentes sources de recettes. Ceci dit, c'est comme les collectivités, le CIDELA, nous n'avons pas malheureusement des possibilités extensibles d'investissement. Autrement, vous pensez bien que on n'aurait pas attendu ce problème-là pour rénover encore plus l'éclairage, entre autres l'éclairage public. Nous avons sollicité, dans le cadre du plan de relance, un programme de ce qu'on appelle boulet ballon. De mémoire, il doit y avoir 5000 points lumineux qui éclairent le ciel. Donc, ça pourrait être inscrit. On attend le feu vert de la préfecture et si ça pouvait se faire, effectivement, on aurait des possibilités de pouvoir subventionner, de prendre en charge des subventions au niveau des collectivités. Et pour l'instant, voilà, au risque de mettre en péril les finances propres du CIDELA, on va rester sur les schémas de prise en compte que nous avons déjà adoptés en 2021. Merci beaucoup Raymond. Il y a une question de Madame Guillemine. Bonjour, peut-on éteindre une départementale à grand passage? Alors, Fabien Jaény, je t'en prie. Oui, en fait, il n'y a pas de souci. On peut éteindre toutes les zones. Ce qu'il faut, c'est effectivement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est le panneautage. Il faut informer que la rue va être éteinte de telle heure à telle heure et y prendre un arrêté. Alors après, il faut aussi regarder s'il y a des zones accidentogènes et qui restent, c'est juste ces points-là à rester allumés, mais on peut limiter. Il n'y a pas d'obligation d'éclairer en agglo, il n'y a pas d'obligation d'éclairer une départementale ou un lotissement. C'est les arrêtés qui définissent les périodes d'allumage. On peut très bien éteindre une départementale à 22 heures. Par contre, on doit l'indiquer avant et prendre un arrêté en conséquence. Très bien. Merci Fabien. Il y a une autre question de monsieur ou madame Bouchereau. Dans les zones économiques, justement, les entreprises craignent souvent les vols si l'éclairage est éteint. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Si vous voulez intervenir. En fait, la gendarmerie nous dit bien que l'éclairage ne joue pas sur les vols. Hein, c'est confirmé. Hein. La nuit, enfin, la partie noire ne gêne pas les voleurs. Donc, quand les zones économiques sont équipées de caméras, en fait, les caméras voient la nuit aussi. Hein, donc, il n'y a pas de souci sur ce sujet-là. Mais il n'y a pas de cohérence avec l'éclairage public sur les vols. D'accord, très bien. Merci beaucoup Patrick Bertin. Et on a donc monsieur Simon Deriano. L'arrêté pour l'extinction d'une zone d'activité sous compétence EPCI doit-il être pris par le maire ou par le président de l'EPCI? Est-ce que vous avez... On regardera peut-être. On reviendra vers vous ultérieurement. Pas de souci, on s'informera sur le sujet. Pouvez-vous repasser le panneau d'information? Donc, il a été remis. Et pour simplifier la vie des services,
Donc, Monsieur Clément Mahé, avez-vous des modèles d'arrêté d'extinction? Oui. Oui. On a des modèles d'extinction. On peut vous envoyer un modèle type, après que vous pourrez amender, bien sûr, avec les lotissements, les voiries communales, etc., qui sont relatifs à votre ville. Aucun... Bien sûr, nous vous enverrons ces éléments de toute façon par mail à l'issue du webinaire. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut encore en prendre une ou deux en direct. Je sais qu'il y avait, j'avais noté Monsieur Dugraveau. Avez-vous une question? Vous avez levé la main. Il y a peut-être une autre. Oui, j'ai levé la main, effectivement, mais mon questionnement, il portait sur les sujets qui ont déjà été évoqués. Sur la question des gains énergétiques, on ne peut évidemment qu'être intéressé et d'accord. En particulier, je parle pour des communes de la taille des nôtres, des petites collectivités. C'est quelque chose d'assez évident. En revanche, là où je m'interroge davantage, c'est sur les informations qui sont données du point de vue de la sécurité, du point de vue à la fois de la sécurité routière, du point de vue de la sécurité publique. Si pour les zones d'activité, on peut comprendre effectivement qu'il existe ici et là des dispositifs de vidéosurveillance, ça n'est pas le cas des petites collectivités. Ça, c'est un premier point. Et puis, du point de vue simplement de l'application du Code des collectivités locales, l'interprétation que je fais, moi, aujourd'hui, c'est que le maire, dans sa commune, il a la responsabilité de la sécurité du passage dans les voies publiques. Et je ne suis pas convaincu, en dépit de ce qui a été dit, qu'un juge, aujourd'hui, exonérerait complètement la responsabilité du maire si un événement lié à l'extinction totale de l'éclairage public venait à se produire dans sa commune. Alors, bon, tout ça, c'est une réflexion et c'est sujet évidemment à discussion, mais je pense que ça doit malgré tout nous conduire à avoir une réflexion sur cette thématique-là, en renouvelant à nouveau ce que je disais au début de mon propos, à savoir que du point de vue des extinctions nocturnes et des gains énergétiques qu'on peut en tirer, je suis évidemment pour ma part aussi complètement acquis à cette idée. Oui, bien sûr, hein, sur l'éclairage public pour la sécurité, si par exemple il y a des endroits qui sont stratégiques, hein, exactement un passage piéton par exemple, il est difficile de l'éteindre le soir, à la sortie des écoles par exemple, ou après, hein, ou à la sortie des cars qui arrivent. C'est compliqué, ça c'est compliqué. Par contre, moi je vous parle si vous parlez des cambriolages sur les entreprises, moi je vous renvoie à ce que me disent la gendarmerie. Il n'y a pas de cause à effet avec l'éclairage public. C'est pas d'hier, hein, c'est depuis 5-6 ans qu'il y a des études, ça c'est clair. Et si je vous parle de l'éclairage aussi sur les accidents, on regarde le pont de Cheviré qui était éclairé de nombreuses années. Depuis, je ne sais pas s'il a été éclairé, mais il a été au moins 5-6 ans sans éclairage. Il n'y a pas eu d'accident de plus sur le pont de Cheviré parce que quand il n'y a pas d'éclairage, la vitesse descend. C'est confirmé aussi, hein, de 10 km/h dans les agglomérations. Moi, je vous ramène ce que les services de sécurité me disent. Hein. Et en complément, dans la conversation, Luc Giraudot du CIDELA, j'ai répondu au DST de Saint-Molf sur la sécurité. Et il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers. À partir du moment où vous signalez le danger, vous l'indiquez, vous délibérez, vous prenez la délibération en conséquence, vous pouvez le faire. Parfait, merci beaucoup Luc Giraudot. Il y a d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être s'arrêter là, puisqu'on va poursuivre avec le questionnaire que vous avez reçu par mail, les contacts, et puis on aura un mot de fin. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, mes collègues, donc les techniciens qui sont vos interlocuteurs privilégiés, vous répondront, soit par mail, en vous contactant. On a bien retenu toutes les questions de chacun. On va revenir sur le questionnaire que vous avez reçu par mail. Merci beaucoup à vous d'y avoir répondu, puisque l'idée, c'est bien sûr de vous accompagner au mieux dans cette sobriété énergétique, à la fois sur vos bâtiments publics, comme vous disait Frédéric Cosquer, et puis sur votre éclairage public. Donc Anthony, Thomas ainsi que Fabien Jaini sont intervenus à ce sujet.
Aujourd'hui, vous voyez, il y a 95% des collectivités qui souhaitent bénéficier de ce plan d'action pour la sobriété, ce qui est vraiment conséquent. Et nous en tenons compte évidemment. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de remplir le questionnaire, le voici de nouveau. Vous aurez le lien dans le PDF qui vous sera envoyé, le lien aussi par mail. Donc, nous vous invitons grandement à remplir ce questionnaire pour vous accompagner au mieux. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez les contacts dans le diapo, mais vous les avez aussi sur l'organigramme des services. Je vous remettrai tous les liens. Il y a des fiches contacts par territoire qui ont été faites pour les collègues. Donc, si vous avez besoin, vous retrouverez les contacts sur ces fiches. Et puis, vous pouvez bien sûr nous retrouver en ligne sur notre site internet, donc TE44, notre page LinkedIn et notre chaîne YouTube. Je vais maintenant laisser la parole à Christelle Omski, notre directrice générale des services, pour le mot de la fin. Merci. Merci à l'ensemble des participants et à l'ensemble pour les questions enrichissantes, pour les débats. Évidemment, ce plan de sobriété va s'adapter au fur et à mesure à la conjoncture générale. On est là aujourd'hui, techniciens élus du CIDELA, pour suivre techniquement, évidemment, toutes les évolutions qui pourraient amener à ce plan de sobriété à être enrichi. Alors, n'hésitez pas ensuite à revenir vers l'ensemble des interlocuteurs de votre territoire, tels qu'ils ont été présentés ici, tels qu'ils ont été relayés dans nos fiches contacts et dont nous sommes à vos côtés par la suite pour l'ensemble des sujets que vous n'auriez pas pu évoquer et qui concernent peut-être que votre commune tout au long de ce webinaire. Merci à tous. J'ajouterais qu'évidemment, on a échangé, vous voyez bien qu'on a dit qu'on déclinait des opérations d'accompagnement à court terme, moyen terme et long terme. Bien évidemment, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Pour faire des économies, alors il y a toute une gamme de petits process faciles à faire. Néanmoins, il faudra quand même faire des investissements un jour ou l'autre. Là, sur l'éclairage public, sur la rénovation des bâtiments, ce n'est pas parce qu'il va falloir continuer. Donc, et puis, de manière générale, on va vous tenir informé de l'évolution du contexte énergétique, évidemment, des possibilités d'augmentation, de baisse de l'énergie au niveau national, des préconisations, des dispositions que va prendre le gouvernement, voire des injonctions, parce que pour l'instant, on est dans un monde où on préconise, on conseille. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez entendu parler que pouvait y avoir aussi dans la boucle des délestages de prévus. Donc, ce seraient les entreprises, après l'éclairage public, les bâtiments publics, et en dernier lieu, les particuliers. Mais ça, c'est une chose qui peut aussi arriver. Donc, on est attentif. Et puis, il y a des discussions qui vont s'entamer assez rapidement sur la nouvelle loi de production d'ENR qu'il va falloir suivre de près, puisque l'énergie est quand même un bien pour tout le monde. Donc, on a, en tant que syndicat d'énergie, on a contribué, on a fait des remarques sur cette évolution législative. Donc, à suivre et on ne tardera pas à revenir vers vous. Mais